Pour moi, future proof, ça signifie d'abord un immobilier, je dirais, durable. Durable en ce sens que à chaque étape, oui, à chaque étape d'un projet, que ce soit la conception ou la construction ou l'exploitation, je dirais que les défis sociaux et environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui ont été pris en compte et ont été intégrés au projet. Ça, je pense que pour moi, c'est un premier élément important. Je dirais aussi que c'est un immobilier, comment dire, qui est résilient, c'est-à-dire quelque part qui évolue et qui a la capacité de s'adapter à l'évolution l'évolution des modes de vie et de travail, l'évolution constante en fait des besoins des utilisateurs. Et donc pour moi, c'est un immobilier qui a ces deux approches, je dirais, c'est l'approche à la fois dans le sens où l'immobilier a un impact sur l'environnement, mais l'environnement a aussi un impact sur l'immobilier. Donc c'est un immobilier qui est conçu dans ce sens-là. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais les deux mots-clés en fait ont été dit. Moi, je me rends compte depuis que je travaille dans le secteur que le mot qu'on retrouvait le plus souvent avant, c'était le mot durable. Hein, donc effectivement, se projeter dans une croissance, qu'elle soit immobilière ou autre, qui soit durable et qui prenne en charge les enjeux principalement environnementaux, mais aussi socio-économiques de la durabilité. Et ce mot est challengé depuis quelques années par un autre mot, qui est un petit peu moins optimiste, mais sans doute un peu plus réaliste, qui est le mot résilient. Et la résilience, ce n'est pas la durabilité harmonieuse, c'est le choc, mais comment est-ce qu'on supporte le choc? Et clairement, aujourd'hui, on voit bien que la deuxième préoccupation prend un petit peu le pas sur la première, et on l'entend bien dans Future Proof. Hein, Future Proof, c'est qu'il soit capable de supporter un futur, et donc qui prennent en compte l'ensemble de ces dimensions, que ce soit en termes de coût de l'énergie, de disponibilité de l'énergie, mais aussi d'impact sur l'environnement, et puis la cohésion sociale, parce qu'on sait que la perturbation climatique, elle va avoir des conséquences qui sont autres que simplement les conséquences directes du réchauffement climatique. C'est notamment comment est-ce que la société et la cohésion sociale peut soutenir le choc. Et donc, Future Proof est un mot assez bien choisi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer un futur sur le plan de l'immobilier et de l'aménagement du territoire qui soit capable d'encaisser les chocs que manifestement l'avenir nous réserve. Oui, donc la durabilité, elle a été. CityDev a ce côté, en tant qu'aménageur public, développeur public, d'essayer de devancer les sujets et quelque part d'être pionnier dans une série d'approches avec l'aide des subsides publics que l'on reçoit. Et donc, par exemple, je dirais que les réflexions récentes sur le RRU ou sur l'approche Good Living, quelque part, elles procèdent un petit peu de ce que CityDev a à l'époque envisagé en termes de logement de qualité. La norme passive 2015, elle a été inspirée des travaux de CityDev qui construit passif, enfin en tout cas selon sa norme passive depuis 2009, donc avant que ce soit obligatoire. Et donc quelque part, nous, on a pour vocation d'aller chercher ce qui est possible, et on le fait avec des objectifs de rentabilité qui sont différents, puisque une partie de nos projets sont aidés par l'argent du contribuable. Donc je dirais que c'est dans notre ADN, à nous, d'essayer de devancer ces questions de la durabilité. Alors, on parle beaucoup de l'impact environnemental, de l'économie circulaire, c'est tout à fait logique, hein, de l'empreinte écologique de nos projets. Mais je dirais qu'une préoccupation fondamentale aussi, et qui est là depuis l'initiale, c'est l'enjeu de la cohésion sociale, et donc quelque part de l'intégration dans la ville d'activités économiques et de logements abordables. Le logement abordable, c'est un des grands thèmes quand même. On voit que des régions du monde qui aujourd'hui sont des régions leaders, hein, je pense, la Silicon Valley par exemple, sont confrontés à des problèmes terribles et des modèles de société qui sont absolument pas enviables quand on voit le nombre de sans-abri qu'il y a dans une ville comme San Francisco, dont tout le monde aurait voulu être à la place il y a quelques années. Et donc je pense que pour nous, un des enjeux du développement durable, c'est de réussir à conserver des logements abordables dans la ville et compatibles avec des activités économiques productives. Je dirais que pour des acteurs comme nous, les enjeux ils sont d'abord, avant tout, environnementaux. Hein, donc, bien entendu, concevoir et construire des immeubles
qui permettent de réduire les consommations d'énergie et les émissions de CO2, et donc de construire des immeubles bien isolés avec des équipements performants et des sources d'énergie, je dirais, renouvelables. Ça, c'est la première chose. Alors, la circularité, hein, vous l'avez évoqué, avec, d'une part, dans un projet, récupérer, réutiliser ou recycler au maximum les matériaux existants, et également pour les nouveaux projets, concevoir des projets où les équipements sont démontables et les matériaux soient réutilisables ou recyclables. Et je dirais que ça va même plus loin, la circularité pour nous, c'est vraiment de concevoir des immeubles dont la structure permet une adaptabilité dans le futur et permet une adaptabilité et une adaptation à d'autres fonctions, du bureau vers du logement ou inversement, ou à d'autres fonctions scolaires ou autres, de manière à ce que les structures durent beaucoup plus longtemps qu'elles ne l'ont fait par le passé. Donc ça, c'est une deuxième chose. Pour nous, ce qui est important aussi, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est de concevoir et de construire des projets mixtes. Parce que d'abord, d'une part, la mixité de fonctions et je dirais la mixité de fonctions permet d'abord les échanges d'énergie entre les différentes fonctions et donc permet de réduire de manière assez considérable les consommations. Et je dirais même plus loin, c'est de concevoir déjà des immeubles qui permettent même l'échange d'énergie entre bâtiments. Bon, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on y viendra. Ça permet d'aller encore beaucoup plus loin dans la réduction des consommations. Mais je dirais aussi concevoir des projets mixtes parce que d'abord pour permettre donc l'échange déjà le partage de services et d'équipements entre les différentes fonctions, de permettre au projet un projet mixte s'intègre beaucoup mieux dans la ville, dans le tissu urbain. En fait, c'est dans ces projets de créer des écosystèmes, je dirais, de vie et de travail qui s'intègrent beaucoup mieux et qui répondent beaucoup plus à l'évolution du monde, des façons de vivre et de travailler et aux besoins en fait des utilisateurs. En fait, je trouve c'est important. Déjà, un projet immobilier, pour moi, un projet immobilier est complexe et est complet et nécessite je dirais, des compétences des trois facultés ou des trois formations. Donc, pour faire un bon projet immobilier, il faut des compétences urbanistiques, architecturales, techniques, technologiques, numériques, et également des compétences financières, je dirais. Et là, je voudrais dire quand même que le business model de notre métier évolue quand même considérablement vers un business model qui est beaucoup plus orienté, je dirais, utilisateur et qui doit pouvoir permettre beaucoup plus de flexibilité à l'utilisateur. Et donc, oui, un business model qui évolue fort. Et je trouve que l'idée d'avoir mis ensemble les compétences de ces trois facultés et de les faire travailler, je dirais, en mode collaboratif, ça apporte, je trouve, une vraie plus-value à la formation. Ouais. Quand je regarde le personnel de CityDev, hein, et les forces vives qui sont chez nous, c'est exactement ce que je retrouve. On a des ingénieurs, on a aussi beaucoup d'architectes, c'est normal, il faut de la créativité pour travailler avec les autres architectes chez nous, chez qui on fait des commandes. Et puis, il faut quand même une rationalité économique. On n'est pas tout à fait dans le commerce chez nous, puisqu'on est quand même un service public, mais c'est utile d'avoir cette vision-là aussi. J'ai presque envie de dire, il manque juste les sociologues, parce que c'est important aussi, dans tous les sujets qu'on évoque. Finalement, on parle d'attractivité de la vie en ville, et donc d'urbanité, et la dimension sociologique pourrait être aussi importante. De toute manière, plus on va mixer ces compétences, plus on va avoir une approche complète. Et ça correspond bien, finalement, quand j'entends les sujets. Moi, j'ai pas cité la mixité fonctionnelle, mais c'est vraiment un des credos très très fort chez CityDev. Finalement, on est, et le lieu ici le reflète aussi, on est aujourd'hui dans un monde qui va vers l'hybridation de plus en plus, et des compétences et des enjeux. Et donc, plus on va pouvoir mettre en commun les différents champs de réflexion, plus on va avoir une approche holistique, pour utiliser un grand mot, qui est très très nécessaire quand on se pique d'aménager un quartier ou même un bâtiment, et c'est-à-dire quelque chose en fait qui va rester
et on l'espère durablement justement, et donc impacter la vie pendant des dizaines d'années. Alors encore une fois, donc moi du point de vue où je me situe, c'est-à-dire à la tête de CityDev Brussels, on fonctionne avec des subsides publics. Donc la recherche de rentabilité n'est pas notre moteur premier, même si dans notre immobilier économique, on cherche un équilibre et donc une certaine forme de rentabilité. Pour les logements abordables qu'on met sur le marché, clairement, cette dimension de logement accessible, elle suppose une intervention publique et donc elle n'est pas rentable en soi. Maintenant, quand on a dit ça, la recherche de l'équilibre économique, même le fait qu'on fasse appel à des subsides publics, fait que malgré tout, il doit y avoir une rationalité économique et on travaille avec des partenaires privés, on fait beaucoup de partenariats publics-privés, pour qui c'est rentable de travailler avec nous, parce que sinon ils ne le feraient pas. Donc la dimension de durabilité, donc les performances énergétiques des bâtiments, la cohésion sociale, le fait qu'il y ait des logements sociaux, etc., peut amener un projet à être rentable pour les partenaires qui s'y attaquent. Donc il y a des éléments pour lesquels clairement la valeur doit être cherchée du côté sociétal, et c'est dans la collectivité qu'on va la chercher, mais c'est pas le caractère durable qui impacte négativement les choses. Finalement, avoir un bâtiment qui consomme peu d'énergie ou avoir des aménités communes, c'est quelque chose qui rend un quartier attractif, et être attractif, fondamentalement, ça peut être rentable. Donc j'imagine qu'on n'a pas les mêmes métiers et on n'a pas les mêmes recherches de KPI à la fin, c'est-à-dire plus compliqué à évaluer chez nous ce qui est une réussite et ce qui ne l'est pas, parce que ça ne se traduit pas exclusivement ou principalement, je veux dire, dans une rentabilité économique. Mais je ne pense pas que le caractère durable soit un obstacle pour peu qu'il soit positionné selon ses propres intérêts de la manière adéquate. C'est plutôt je trouve, quelque chose qui ajoute de la valeur à un projet, à la motivation des équipes, et ça, je pense que ça se sent dans la richesse des collaborations et des projets qui en émanent. Alors, moi, je dirais que pour des acteurs, pour nous, ben, c'est un peu différent. Je pense qu'un projet durable doit être rentable. Sinon, il n'y a personne chez nous qui met en œuvre un projet qui n'est pas rentable. Donc, par définition, il doit être rentable. Et la rentabilité d'un projet durable, eh ben, à mon avis, elle passe par plusieurs voies. Mais d'abord, la voie de l'évolution des techniques, des technologies, des techniques de mise en œuvre, par la digitalisation aussi de l'immobilier. Donc, ça passe par cette voie-là. Et je pense que ça passe aussi par une évolution de la façon de concevoir les bâtiments. Donc, moi, je suis convaincue qu'on doit passer par une phase de simplification du bâtiment. Et alors, je pense que ça passe aussi par l'évolution de notre modèle économique. Je pense qu'on doit quelque part retrouver de la valeur, enfin accepter en tout cas avoir des revenus qui sont peut-être plus directement liés à l'utilisation et aux services qu'on propose. Comme je disais, je parlais tout à l'heure de services orientés client. Je pense que le client a besoin de plus de flexibilité et d'une utilisation limitée à son use. Et donc, on doit être prêt à adapter notre modèle économique à ça. Je parlais de mixité, de projet mixte tout à l'heure, et effectivement, je pense qu'on doit accepter que les revenus d'un projet proviennent de différentes destinations, du logement et du bureau et autres, et peut-être accepter un meilleur équilibre entre les revenus, peut-être des revenus plus abordables pour le logement et des revenus peut-être plus élevés pour le bureau, mais que globalement, le projet en soi ait une valeur plus importante. Et donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie évolution qui doit mener au fait qu'un projet durable doit être rentable et doit pouvoir